Bienvenue dans Deep Bloom, le podcast où l'on explore ensemble nos mondes intérieurs, nos mémoires, nos émotions et nos renaissances. Je suis Justine, une maman et une femme en chemin. Ici, je partage mon parcours, mon ressenti, mes expériences de reconstruction après une amnésie traumatique. Dans ce podcast, tu y trouveras des témoignages personnels, des expériences vécues. Bienvenue dans cette communauté, bienvenue dans Deep Bloom. Et si le vrai danger, c'était de rester figé dans une identité, dans une vie, dans une version de soi qui ne bouge plus. Pam, elle, vit en mouvement. Dans son univers, rien n'est stable par obligation, ni les rôles, ni les étiquettes, ni les trajectoires. Il y a plusieurs parts en elle. Baby Pam, l'enfant intérieur qui joue, explore, s'amuse. Une ado dont elle prend soin depuis 2 ans, et une adulte bien là, capable de décider même quand ça secoue. Pam entre en relation avec ses parts, par la parole parfois, mais aussi par d'autres langages, le mouvement, l'aquarelle, la musique, le chant intuitif, l'écriture, parce que tout ne passe pas par le mental. Sa vie est nomade, 2 sacs, pas de point fixe, pas par fuite, mais par cohérence avec ce qui est vivant en elle. Pam est aussi gender fluide. La plupart du temps, elle ne se sent ni homme ni femme. Elle se sent être humaine, libre de ne pas se définir, libre de ne pas se figer. Et puis, il y a ce qu'elle montre sur les réseaux sociaux. Son rapport au corps, direct, multiple, sans filtre. Un corps présenté dans toutes ses facettes, comme un espace d'expression, mais pas comme un objet à corriger. Pas pour provoquer, pour ouvrir, pour dire « tout peut exister ». Ce qui la guide plus que tout, c'est la fluidité, sa valeur centrale. Sa peur la plus profonde, rester figée, dans ses pensées, dans ses positions, dans sa vie. Alors, elle a tout quitté. Une carrière scientifique au CNRS, une vie sédentaire, pour se poser une seule question : qu'est-ce qui fait me sentir vivante ? Depuis, Pam suit ses intuitions. Même quand elle ne sait pas où elle dormira dans 2 jours, même quand l'anxiété est là, elle avance quand même. Dans cet épisode, elle parle aussi du figement, celui qui s'installe après les chocs, celui qui coupe du mouvement, de l'élan, du vivant, et de ce que ça change quand on commence à en sortir. Pam nous raconte ce chemin qui l'a menée sans l'avoir prévu au Costa Rica. 3 ans là-bas, une rencontre avec Coyote, avec le chamanisme et les Uetars. Une sagesse du vivant, plus qu'une pratique. Cet épisode parle de la liberté, parle du mouvement et parle de ce qui, en toi, a peut-être besoin de se remettre en circulation. Je te laisse écouter ma rencontre avec Pam. Salut Justine, ça va et toi ? Ça va très bien, je suis super heureuse de te voir aujourd'hui, en vrai depuis longtemps. Je voulais te dire que tu étais quelqu'un qui avait vraiment profondément marqué mon chemin. On t'appelle Pam, tu m'as initiée au chamanisme. J'ai découvert ton univers riche, puissant, profondément inspirant à travers 2 retraites que j'ai vécues avec toi. À ton contact, certaines de mes certitudes se sont fissurées. Pas dans la violence, mais dans l'ouverture. Tu m'as permis d'aller regarder des sujets sur lesquels je me pensais déjà tolérante et d'y mettre encore plus de conscience et d'humilité. Tu m'as appris à écouter mon corps beaucoup plus finement, à reconnaître mes ressentis, à identifier mes besoins et surtout à oser les dire. Avec toi, j'ai compris qu'en moi vivaient plusieurs parts, des parts parfois contradictoires, parfois blessées, parfois protectrices, et que chacune avait besoin d'être entendue. À travers l'IFS, donc l'Internal Family System, tu m'as montré qu'il était possible de créer un espace intérieur où toutes ces parts pouvaient coexister, dialoguer et trouver leur juste place. Je cherchais à m'initier au chamanisme en toute sécurité et ton approche à la fois rigoureuse, profondément ancrée, avec une grande attention portée à la sécurité, à l'ancrage, a nourri mes pratiques au quotidien et renforcé mon sentiment de stabilité intérieure. Alors aujourd'hui, Pam, j'aimerais te proposer de te présenter, de nous faire découvrir qui tu es et toutes tes parts, celles qui voyagent, celles qui doutent, celles qui osent et celles qui continuent d'apprendre.
Je fais juste une petite aparté pour poser le cadre. L'IFS, c'est Internal Family Systems. C'est un modèle de psychothérapie développé par le docteur Richard Schwartz. Il part de l'idée que notre monde intérieur fonctionne comme un système composé de différentes parts. Certaines ont des rôles de protection, d'autres portent des expériences émotionnelles plus vulnérables. Et au centre de ce système, il y a le self. C'est une présence naturelle de calme, de clarté, de curiosité, de compassion qui peut guider tout l'ensemble de ces parts. Je le précise parce qu'on entend souvent parler d'enfants intérieurs ou d'adolescents intérieurs, comme Pam va en parler maintenant. Et dans le langage de l'IFS, ce ne sont pas des catégories officielles. Ce que l'on appelle enfant ou ado intérieur correspond en IFS à des parts exilées, des parts qui se sont formées à des moments de vulnérabilité, souvent dans l'enfance ou l'adolescence, et qui portent encore aujourd'hui les émotions ou croyances de cette période. Autour de ces parts, il y a des parts protectrices dont le rôle est d'éviter que cette douleur ne refasse surface. Et le travail en IFS ne consiste pas à supprimer ces parts ni à revivre le passé, mais à permettre au self d'entrer en relation avec elles, de les écouter et de réorganiser le système de façon plus apaisée. Je trouvais important de poser ça, comme ça tu peux vraiment comprendre ce dont on va parler avec Pam et ce dont on parle depuis le début de l'interview. Et je laisse Pam t'expliquer les parts qui sont avec elle aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quelles parts sont avec nous aujourd'hui? Alors, si tu veux que je te présente toutes mes parts, ça va prendre du temps parce que déjà moi-même je les connais pas encore toutes. Mais voilà, celles qui sont là en général, il y a à peu près tout le temps Baby Pam, donc ma part enfant joyeux qui est là, qui sautille, qui s'amuse, qui est déguisée en dinosaure, voilà, qui est. Je précise, t'es pas déguisée en dinosaure. Je ne suis pas actuellement déguisée en dinosaure, mais voilà, à côté de moi, j'ai toujours des petits dinos maintenant qui sont là pour m'amuser. Voilà, donc ça c'est ma part enfant intérieur qui est là. J'ai ma part ado aussi qui est ici parce que c'est son année parce qu'il n'y a pas que l'enfant intérieur, on en parle beaucoup, mais il y a l'ado aussi et c'est la deuxième année que j'offre à mon ado intérieur et boy il y a du boulot. Elle était cachée depuis toutes ces années. Ouais, beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup de plein de trucs et plein de choses que j'ai pas eu l'occasion de faire quand j'étais ado parce que quand on est ado, on a des adultes autour de nous qui prennent les décisions pour nous, qui contrôlent notre environnement et tout. Et donc j'ai pas pu exprimer différents trucs quand j'étais ado et je le fais maintenant. Alors évidemment pas de la même façon que je le ferais 20 ans en arrière quand j'avais donc 16 ans. Mais voilà, je donne aussi pas mal de place à cette part-là. Et puis il y a ma part aussi adulte centré, on va dire, qui est là pour un petit peu superviser ce que je vais dire dans tous les sens, un peu manager tout ça, voir comment ça se passe, contrôler un petit peu l'environnement autour de moi, si j'ai assez chaud, si je suis bien hydratée, enfin voilà tous les petits trucs comme ça de mon adulte qui essaye de prendre soin de moi. Et comment tu entres en contact avec ces parts-là de toi? Ça peut être par différentes manières. Soit je m'assois et littéralement je dis j'aimerais parler à ma part machin truc. Soit par exemple je le fais via le mouvement en disant bon bah là je vais mettre de la musique que j'aimais bien quand j'étais ado puis je vais danser là-dessus et puis voilà je contacte par le corps. Je peux le faire aussi, je fais beaucoup d'aquarelle, donc je peux le faire par l'aquarelle, par le dessin, et puis par le chant aussi parce que j'adore chanter sous différentes formes. Comme tu as pu le voir pendant les retraites, on a fait du chant intuitif. Donc ça peut aussi être par le chant, ça peut être par l'écriture aussi, en me disant bah aujourd'hui j'ai envie de donner le stylo à telle part et vas-y écris ce que tu as à me dire et faire un peu de l'écriture réflexe quoi. Voilà, donc ça peut vraiment se faire par différents moyens en fonction de l'humeur du jour. Et on avait discuté un peu avant du fait de tirer une petite carte. Alors tu as choisi un oracle particulier.
c'est pas tellement que je l'ai choisi, c'est que j'en ai qu'un seul. Comme je suis une nomade et que toute ma vie tient dans 2 sacs, il faut que je choisisse mes Mhm. affaires hyper précisément. Donc, je ne peux avoir qu'un item de chaque truc, en gros, sauf des chaussettes. D'accord. Et et du coup, cet oracle, il s'appelle donc Murmure de Vulve. Il a été fait par Ophélie Achter. Euh, et c'est une personne avec qui j'ai fait une retraite aussi en Alsace Ah, et qui faisait des oracles. Et cet oracle, j'ai trouvé très beau, donc je lui ai acheté son oracle. Et depuis, ça fait 2 ans, il me suit. Et donc, c'est des oracles. Enfin, c'est un oracle avec uniquement des cartes représentant des vulves. Voilà, vous savez tout. Donc, je vais me faire un petit tirage. Quelle vulve aujourd'hui veut accompagner cet enregistrement? On va voir ça tout de suite ensemble. génial. Je sais pas si toi tu fais un tirage aussi de ton côté. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant si je le faisais aussi, mais j'ai pas de carte près de moi. Bon, alors il n'y en a pas pour l'instant qui a envie de nous rejoindre. Ah, Peut-être qu'elles sont encore endormies. Et oui. Ah. désolée, je l'ai perdu. Ah, Alors, la carte s'appelle Le miel et les abeilles. Aventure sans lendemain, passion et douceur de vivre. Et donc, sur l'illustration, oh, il y a une ruche, donc une vulve en forme de ruche, avec du miel qui coule. Les couleurs, c'est le jaune. Il y a des petites fleurs, il y a des petites abeilles qui butinent, il y a du mouvement. Voilà, et ça m'évoque quelque chose de joyeux, effectivement, de doux, de oui, sucré, de plaisant. Donc voilà, allons avec cette énergie pendant chouette. cet enregistrement. Eh ben super, merci pour cette carte qui nous indique une belle énergie. Euh, Par rapport justement à la vulve, au corps, c'est un sujet quand même qui revient pas mal dans voilà dans tes posts Instagram, dans tout ça. Quel est ton rapport au corps depuis ton enfance finalement? Oh waouh. C'est une grosse Euh, question. ouais, c'est une grosse question. J'ai l'impression d'être chez ma psy. Mince, si tu veux Non, pas, non, non, on mais la. j'adore ma psy. D'ailleurs, big up à ma psy, je l'adore. Mon rapport au corps depuis mon... Alors, pour faire court, je l'ai détesté pendant très très longtemps. J'en étais complètement déconnectée et j'en avais honte et j'étais pas du tout à l'aise avec. Et je pensais qu'il était horrible, dégueulasse, bref, tout berk, pendant très longtemps. Et puis, ces dernières années, j'ai fait en sorte d'inverser la tendance. Alors, c'est pas tous les jours évident, mais globalement, j'y suis de plus en plus connectée. Je suis de plus en plus présente à l'intérieur de mon corps et maintenant c'est mon pote quoi. Je l'aime bien. Il y a des trucs qui bon, c'est pas l'idéal que j'aurais choisi, mais voilà, j'en suis plutôt contente. Je m'y suis habituée de toute façon, donc j'aurais pas envie d'en changer. Euh, et je l'aime bien. Et souvent le matin dans le miroir, je me dis, mais dis donc, belle gosse aujourd'hui, allez. Et voilà. Et je préfère de très loin ce rapport-là avec mon corps que celui que j'avais il y a une dizaine d'années. Et j'en parle effectivement sur les réseaux beaucoup de cette connexion au corps et pendant les retraites, parce que pour moi c'est hyper important dans le sens où moi j'incite toujours les gens à être ancrés, à être présente dans l'instant présent, parce que pour moi c'est là que tout se passe. Or c'est quelque chose qui est très difficile, qu'on ne nous apprend pas. On est Mm. très souvent soit dans le passé, soit dans le futur, et aussi dissocié. Euh, et donc, pour revenir au présent, bah il faut revenir dans le corps. Et ça peut être hyper désagréable, surtout quand on n'en a pas l'habitude, surtout quand on a subi des trucs qui font qu'on n'a pas envie d'être dans son corps, quand on a des addictions, quand on a des problèmes vraiment de plein de sortes. C'est hyper difficile et douloureux d'être dans son corps. Et donc c'est pour ça que quand j'invite les gens à le faire, je le fais aussi de manière douce,
et pas du tout en forçant parce que je sais que c'est douloureux et que c'est difficile. Mais effectivement, j'invite les personnes à aller vers ça parce que je pense que Mhm. c'est fondamental euh, pour euh, pour être dans le présent et connecté à ce qui se passe en soi, autour de soi et avec les autres. Mhm. Et comment tu as réussi, c'est en inverse, tu dis tu as inversé la tendance, mais en modifiant tes pensées ou c'était des pratiques de retour au corps graduellement plus importantes? Ouais, alors graduellement, c'est vraiment le mot clé. Parce que ça s'est fait là, ça fait plus de 10 ans hein, que je suis dessus et je suis encore pas à 100%. Hein, donc et le but c'est pas forcément d'être à 100% non plus, mais euh, donc oui, c'est quelque chose de graduel et c'est moi qui suis allée toute seule. On m'a pas poussé à faire ça, on m'a pas forcé à faire ça. Donc c'est aussi important que ce soit volontaire et que ça vienne de soi. Euh, et j'ai testé plein de trucs. Honnêtement, j'ai testé plein de trucs. Et je suis allée vers les trucs qui me faisaient envie. Donc ça peut être différent pour tout le monde, mais parfois c'est passé par de la danse, parfois c'est passé par faire. Là l'année dernière par exemple j'ai découvert le somatic experiencing, qui est un truc qui allie à la fois disons la psycho, l'émotionnel et le corps et donc qui invite à être dans le mouvement, de terminer les mouvements qu'on n'a pas pu faire dans des situations où on était coincé, par exemple. Et ça, Bref, tu donc sais ça, nous c'est en un peu expliquer en 2 mots? le somatic experiencing. Oui. Alors, je suis pas du tout une experte et j'ai reçu une session de ça avec une personne super que je pourrais vous conseiller d'ailleurs, qui passe à Paris de temps en temps. Mais en gros, c'est en tout cas la séance que j'ai vécue. C'était une séance qui était liée au fait de me reconnecter à une situation où je ressentais un blocage, d'aller dans le côté émotionnel au niveau de cette situation, mais d'y aller de manière douce et de rester, encore une fois, avec cet ancrage dans le présent et dans le corps, c'est-à-dire que j'y allais un petit peu, la personne en face, euh, quand elle voyait que c'était un petit peu trop et que ça pouvait me faire aller dans le mal, disons, elle me ramenait. Et elle me ramenait à l'environnement, à la pièce, à des objets sécurisants que j'avais choisis, à sa voix douce qui me guidait. Donc hop, on revenait vers la sécurité. Et puis on repartait un petit peu vers les trucs un peu plus difficiles, hop, on revenait à la sécurité. Et en fait, on faisait comme ça un aller-retour pour justement montrer à mon corps et à mon système nerveux que ici et maintenant, je suis en sécurité, je suis dans le présent, je suis plus dans l'événement qui a été difficile et que justement on peut résoudre ce truc-là. Et contrairement à disons à la psychothérapie où on parle habituellement, il y a aussi toute la dimension du corps parce que je pense que le corps effectivement euh, est super important dans la résolution des situations compliquées dans nos vies et qu'on l'oublie trop souvent. Et donc voilà, il y a une espèce de possibilité de faire des mouvements alors qui sont spontanés, qui sont parfois un petit peu bizarres, mais qui libère en fait ce truc-là dans le corps qu'on n'a pas pu faire sur le moment et qui avait envie d'être fait, mais un mouvement qui a été stoppé. Et souvent c'est pour ça en fait qu'on est dans des boucles répétitives, qu'on est dans des pensées qui tournent, parce qu'on n'a pas fini l'action. C'est tout bête, Mhm. ça a l'air facile comme ça, mais en fait il y a vraiment un truc comme ça. Et effectivement, à la fin de la séance, ça m'a libéré des trucs. Voilà, j'ai pleuré, j'ai exprimé des choses, et je sentais vraiment que dans mon corps, il s'était passé quelque chose d'important, comme si j'étais sortie d'une séance d'ostéo, quoi. Ouais, voilà. C'est super intéressant et Peter Levine en parle aussi beaucoup Oui, c'est en mis. Ouais. parlant des animaux et de la nature. Et c'est le figement en fait. Quand on est figé, qu'on n'a pas su libérer l'énergie du traumatisme, elle reste engrammée et là, ça nous permet de la libérer finalement. Oui, oui, c'est ça. Oui, effectivement, c'est Peter Levine qui a créé ce mouvement-là. Et en francophonie, c'est Dr Chitekat qui s'occupe de ça. Et c'est ouais, c'est cool ce qu'ils font. Mm.
Et justement, en parlant du corps, tu t'exposes quand même sur les réseaux sociaux et ça a été quand même source de harcèlement et de... Comment est-ce que tu gères ça par rapport à ton corps, par rapport à tout ce que tu as eu comme haine finalement Ouais, effectivement, je mets parfois des photos quand spontanément ça me fait envie de mettre une photo dans laquelle je me sens belle, à l'aise dans mon corps et où je peux montrer effectivement des parties de mon corps euh, qu'on voit pas habituellement et en même temps enfin je suis pas non plus sur une page érotique ou quoi et de toute façon Instagram Mhm. censure les contenus donc il y a rien de sulfureux d'horrible Non. de Mhm. ce qu'on enfin y a rien de choquant par rapport au contenu qu'on voit habituellement sur les réseaux donc ça Ouais, c'est ouais, une tout à fait. première chose. Euh, et il y a le fait que moi, j'invite les gens justement à être à l'aise avec leur corps et surtout à avoir une diversité dans les corps parce qu'on voit souvent les mêmes corps Mhm. sur les réseaux. Et, Ouais. et moi, ça me pose un problème de pas avoir cette diversité parce que je me suis rendu compte, moi, en allant dans des événements où justement j'ai commencé à voir des corps divers et variés et des corps nus parce que on a en fait pas souvent l'occasion de voir des corps nus au naturel, on va dire, des corps nus Ouais. juste qui vivent et qui sont pas là avec avec un œil de désir, avec un œil voilà de d'arrière pensée ou de choses comme ça, juste des corps qui vivent. Et en fait, je me suis rendu compte que de pouvoir voir ces corps nus au naturel, bah, qu'ils étaient très divers, que vraiment il y avait plein de formes hyper variées, et que bah, moi je me suis dit, mais en fait mon corps mais il est cool, il appartient à ce groupe de Ouais. corps variés naturels Mhm. qui voilà qui vivent. Et ça m'a fait énormément de bien en fait de voir ça. Et c'est pour ça aussi que je le fais, c'est pour montrer aux gens, bah vos corps, ils sont cool et ils ont le droit d'exister et le mien aussi. Et voilà, c'est tout. Et oui, Mhm. on ressemble pas au magazine et c'est pas grave. Et Mhm. effectivement, il y a eu beaucoup de commentaires, de haine, clairement qui sont très très grande majorité par des hommes. Hein, voilà, qui sont là sur les réseaux pour harceler les gens. Et ouais, au début c'était difficile, je me les prenais tous en pleine gueule et je me disais waouh. Et puis avec le temps, j'ai juste supprimé, bloqué les commentaires de ces personnes-là et laissé uniquement les commentaires des personnes qui sont heureuses de voir ça en fait, parce que c'est elles que je vise. Ouais. Les personnes qui sont là pour déverser leur haine, elles existeront toujours, mais c'est pas à elles que je parle. Donc en fait, je m'en fous. Mhm. Je bloque leurs commentaires et leur avis sur mon corps. Bah en fait, je m'en fiche parce que leur validation en fait n'a aucun impact sur moi. Je veux pas leur plaire à ces personnes-là et je vais certainement pas changer l'apparence de mon corps ou quoi que ce soit pour ces personnes-là que d'ailleurs je ne connais pas. Mhm. Euh, et même pour les personnes que je connais, je ne change pas l'apparence de mon corps. Donc, donc voilà, c'était difficile et c'est désagréable et on va pas se mentir, c'est pas cool et ça devrait pas exister parce que les personnes devraient être libres de pouvoir publier ce qu'elles veulent sans être sans recevoir des vagues de haine, c'est dégueulasse. Mais bon, ben moi je fais avec et voilà, ça me perturbe plus beaucoup. Oui, t'as quand même, oui, t'as sacrément fait du chemin dans l'acceptation du corps et j'imagine que ça a dû beaucoup t'aider effectivement de voir d'autres corps représentés dans, sous toutes leurs formes et euh, ouais, dans ces événements-là. Tu te définis comme gender fluide. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Pour moi, le fait d'être gender fluide, donc fluide de genre, si on traduit en francophone, Mhm. euh, c'est le fait de... La plupart du temps, je me sens ni homme ni femme. Je me sens un truc neutre et juste... Enfin, je me sens être
humain. Voilà. Et encore des Ok. fois, même pas tout à fait. Ah, Euh, mais voilà, je me définis pas comme une femme et je me définis pas non plus comme un homme. Alors il y a des jours où je peux me sentir féminine, il y a des jours où je peux me sentir masculine, mais la plupart du temps, je me sens euh, rien, neutre entre les deux. Et, euh, et du coup, c'est pas, pour moi, c'est pas un truc qui est hyper important. Et ça me permet aussi de jouer avec les codes justement qui sont hyper genrés du masculin et du féminin, et de les approcher plus dans un truc de jeu et d'exploration. Et il y a des jours où je me dis, tiens, aujourd'hui, et si je mettais une robe avec un décolleté, avec des talons et que je me maquille, machin. Et pour une journée, voilà, ça peut me faire plaisir, ça peut me faire rire. Et puis le jour d'après, je vais avoir des codes ultra masculins et pareil, je vais me sentir bien avec. Mais je vais pas m'enfermer là-dedans. Et puis surtout, je peux mélanger tout ça et puis aussi m'en foutre complètement et ne même pas y penser. Voilà, mais ouais. c'est un truc pour moi qui a pas vraiment d'importance euh, dans mon quotidien. Enfin, en tout cas, j'y pense pas. C'est pas un truc auquel je pense régulièrement. C'est juste, ça fait partie de moi, c'est tout. Euh, Et c'est quelque chose qui a toujours été à l'intérieur de moi. C'est juste qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, on n'avait pas ces mots-là. Et moi, j'avais pas vraiment de modèle de Ouais. ça. Donc, je pensais juste que j'étais bizarre. Mais voilà, je connaissais personne Ouais. d'autre qui était comme ça. Il n'y avait pas les réseaux sociaux il y a 20 ans quand on était ado. Enfin, en tout cas, ça commençait, mais c'était pas comme maintenant. Euh, donc voilà. Et par exemple sur l'histoire des pronoms, moi je demande toujours les pronoms des personnes quand on fait des retraites, quand on fait des trucs comme ça, et je les utilise en fonction de ce que les personnes me demandent. Moi-même mes pronoms par exemple je m'en fous. Tu peux m'appeler meuf, mec, patate, dinosaure. En ce moment j'aime bien les pronoms dinosaures, donc Ouais. mes proches m'appellent Pamosaurus Rex par exemple. J'aime bien, ça me fait rire. Mais J'adore. Mais voilà, en fait, on peut jouer avec C'est ça, on trop peut sympa. explorer, on peut expérimenter, Ouais. et moi, c'est ça que j'aime bien, en fait, c'est la fluidité. C'est Mm. vraiment ce concept de fluidité qui me plaît. Oui, et ça sent que tu le vis vraiment sur tous les plans de ta vie, finalement, ce concept de fluidité, que ce soit pour les relations amoureuses, pour la vie de nomade. Euh, Il y a une liberté d'être que tu te donnes et qui est tellement belle à voir et importante. Merci. Ouais, ouais, la liberté, c'est ma valeur principale, et effectivement, c'est pas un choix, en fait, c'est vraiment un truc genre, pour me respecter, il faut que je sois libre. Je peux pas choisir. Et parfois, ça fait que je prends des décisions qui sont difficiles et j'ai un quotidien qui est pas évident. Comme tu dis, je suis nomade. Ça fait 10 ans, par exemple, que j'ai pas de lieu de vie fixe. J'ai pas non plus de véhicule. J'ai, comme je disais tout à l'heure, toute ma vie tient dans 2 sacs à dos. Donc c'est aussi des contraintes que voilà, il y a, je pense, pas beaucoup de monde qui pourrait accepter, et en même temps, c'est pas le but que tout le monde accepte ces contraintes-là, hein, pas du tout. Euh, mais moi, effectivement, le style de vie que j'ai envie et que j'ai besoin de vivre, c'est quelque chose de fluide, comme tu dis, et cette fluidité, elle est présente, ouais, dans toutes les sphères de ma vie, parce que j'ai très peur d'être figée. Une de mes peurs, c'est de me dire à 50 ans, je suis une vieille conne qui arrive plus à changer d'avis, qui est complètement ouais figée sur ses positions dans le passé et qui peut plus évoluer, qui peut plus découvrir des trucs nouveaux, qui peut plus rebrancher son cerveau sur différentes connexions. Et ça me fait hyper peur, ouais, d'être figée, cristallisée comme une roche. Et justement, est-ce que tu veux nous parler un peu de l'avant cette période nomadisme, où peut-être que tu as pris conscience que tu risquais de finir figé, cristallisé dans de la roche, comme un vieux dinosaure, ou et ce moment où tu passes le cap de
virer ton job, virer ton appart. Ouais, donc ça fait une dizaine d'années, comme je disais, que je suis nomade, que je bouge tout le temps. Bon, là, je suis revenue en Europe il y a 3 ans, mais avant, j'étais 3 ans au Costa Rica, 2 ans au Canada, un an en Nouvelle-Zélande, et puis entre tout ça, dans d'autres endroits, mais globalement, ça fait une dizaine d'années. Et avant ça, donc, moi, j'ai fait des études en sciences. J'ai un master en neurobiologie, bref, un truc très pompeux, qui m'intéressait beaucoup parce que j'ai toujours été curieuse du vivant, de comment ça marche le vivant. Euh, et puis j'ai bossé quasiment 2 ans au Centre national de recherche scientifique en France, donc au CNRS pour les personnes qui connaissent. Voilà, j'étais ingénieure d'études, tout ce qu'il y a de plus classique, quoi. Et puis en fait, quand j'étais là-bas, je mourais à petit feu et je me suis dit, mais je vais pas pouvoir bosser 40 ans dans ces conditions, voir les mêmes collègues tous les jours, faire le même job tous les jours, même si c'était intéressant, mais enfin, c'était au-dessus de mes forces, quoi. Et en plus, tout ça pour un salaire honnêtement de misère, considérant que j'avais quand même 5 ans d'études. Et voilà, je pouvais pas. Et je savais que si je continuais là-dessus, j'allais vraiment mourir, mais honnêtement. Donc je me suis dit je peux pas faire ça et je dois faire autre chose. Et je me suis donc posé la question, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait me sentir vivante? Et j'avais ouais 25 ans quand je me suis posé cette question. Et en fait, j'ai eu peur et j'ai trouvé ça hyper triste parce que j'avais pas de réponse à cette question. Qu'est-ce qui me fait me sentir vivante? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et je me suis dit, mais à 25 ans, de pas avoir de réponse à ça, mais c'est d'une tristesse absolue. Et je me suis dit, ok, faut que je trouve une réponse à ça. Et à l'époque, j'avais jamais fait de développement personnel, j'avais jamais entendu parler de spiritualité, rien du tout. Vraiment, cette question, elle m'est tombée dessus comme ça, je sais toujours pas d'où. Et donc j'ai cherché la réponse. Et les deux seules réponses qui sont venues, c'est le voyage, la musique. Il y en avait pas d'autres. J'ai dit ok, banco. Voyage, ok. Et ben, je suis jamais allée en Nouvelle-Zélande. J'adore parler anglais. Ça a l'air trop beau. Et ben, c'est parti. Je me donne, enfin, je sais plus. Je me suis donné 1 an pour terminer le contrat à mon job. Enfin voilà. Mettre un peu d'argent de côté, préparer le voyage, et puis voilà. Au bout de cette année-là, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté mon appart, j'ai vendu ma voiture, enfin, voilà, j'ai tout vendu, donné, et j'ai pris un billet pour la Nouvelle-Zélande avec mon sac à dos. Et je suis arrivée là-bas et j'ai fait des woofing. Donc j'ai travaillé dans des fermes en échange du repas et du logement. Et puis j'ai fait le tour comme ça de la Nouvelle-Zélande pendant 1 an et à partir de là, je me suis dit maintenant je vais faire des trucs qui me plaisent vraiment, pas parce que on m'a mis sur tel chemin, pas parce que la société dit il faut faire ci, il faut faire ça, pas parce que on vit dans un monde capitaliste et qu'il faut gagner de l'argent et acheter une maison et un monospace et faire des enfants et gna gna gna. Moi, en fait, c'est très bien si ça va à des gens et qu'il y a des gens que ça rend heureux. Très bien, faites votre truc. Moi, ça me rend pas du tout heureuse, mais vraiment pas. Et non seulement ça me rend pas heureuse, mais ça me tue, en fait. Donc, je refuse de faire ça. Et je vais vers des trucs qui me font plaisir, qui ont du sens pour moi. Et ouais, effectivement, ça va à l'encontre de ce que la société et l'éducation préconisent. Et ben, tant pis. Je fais avec ou je fais sans. Mhm. Tu fais pour ton bonheur. Ouais, j'essaye en tout cas. Et c'est pas toujours facile. Et Mhm. des fois je me trompe. Hein. Des fois je me dis ah ça a l'air trop bien, ça va trop me plaire et tout. Et en fait pas du tout. Mais moi ce qui m'excite justement c'est l'expérience, c'est d'expérimenter des trucs Mhm. nouveaux, c'est de jouer, c'est d'explorer. Moi c'est ça qui m'éclate. Et t'es partie au Costa Rica, c'était dans un but précis, parce que tu as rencontré une tribu là-bas. Est-ce que tu savais que tu allais la rencontrer? Le Costa Rica
pour moi, c'est totalement irrationnel, ma rencontre avec ce pays. J'étais pas du tout censée y aller. J'ai vu, Ok. voilà, sur un post Instagram, une personne qui organisait un truc là-bas et j'ai su qu'il fallait que j'y aille. En 24 heures, je me suis inscrite à l'événement. C'était pas prévu dans mon agenda, j'avais pas le temps, j'avais pas l'argent, j'avais pas, voilà, c'était pas censé arriver. Mais j'ai vu le truc et en 24 heures, j'ai dégagé mon agenda, j'ai trouvé l'argent, j'ai trouvé ce qu'il fallait et je me suis inscrite parce qu'il fallait que j'y aille. Je parlais pas un mot d'espagnol, enfin vraiment, il y avait rien qui était fait pour. Mais je suis allée là-bas une première fois donc pendant 3 mois et là il s'est passé plein de trucs incroyables. Ensuite, je suis remontée au Canada pendant quasiment un an parce que j'avais encore un visa là-bas que je voulais terminer. Bref, mais je rêvais que d'une chose, c'était de retourner au Costa Rica. Donc j'y suis retournée et je devais rester à nouveau 3 mois. Mais il y a eu le Covid, donc j'ai été bloquée là-bas en fait pour le Covid. Enfin, quand je dis bloquée, moi j'étais au paradis. Hein. J'ai adoré la période du Covid parce que j'étais à côté d'une rivière millénaire, dans une forêt absolument splendide, dans une petite communauté protégée, avec des gens cool. J'étais voilà, le matin, je me levais, j'allais ramasser un ananas et un avocat à côté de ma chambre. Enfin, j'étais au paradis quoi. Euh, et puis effectivement, je suis restée 3 ans et la dernière année où j'étais au Costa Rica, je me suis liée d'amitié avec le guérisseur de la communauté des Wetar, donc qui est une communauté autochtone au Costa Rica. Et donc avec cette personne qui s'appelle Coyote, on allait se voir très souvent. Moi j'allais chez lui, lui il venait chez moi quasiment une fois par semaine. Il me faisait visiter son terrain, sa finca. Il m'a appris plein de choses sur la manière dont il fait les cérémonies, sur les plantes médicinales, sur la culture de son peuple, leur histoire, enfin voilà, vraiment plein de choses comme ça. D'ailleurs, je l'ai enregistré, à chaque fois je mettais un micro, bref. Et moi, je lui apprenais des trucs aussi sur nous, sur l'Europe, sur notre manière de fonctionner, tout ça. Et puis, on en a écrit un livre de ça, euh, qui est d'ailleurs toujours disponible. Et il y a une version gratuite en audio sur YouTube aussi, si ça vous intéresse, en français. Parce que, voilà, moi j'ai appris Mhm. l'espagnol sur le coup, là-bas. Donc Ah mon oui. espagnol est dégueulasse, il est pas du tout académique, je m'en sors, mais voilà, j'avais pas le niveau clairement pour écrire un livre en espagnol. Donc j'ai transcrit tous les enregistrements qu'on a fait. Je les ai traduits en français et puis j'ai organisé tout ça pour en faire un bouquin. Euh, voilà. Et oui, effectivement, ce voyage, il a été hyper riche pour plein d'enseignements, mais en particulier pour celui-là. Et quand je suis revenue ensuite en Europe, j'avais pas envie. Mais c'est le Costa Rica qui m'a dit, c'est bon. Là, ça fait 3 ans que t'es là, t'as appris ce que t'avais à apprendre, maintenant tu t'en vas. Et moi, je me voyais passer ma vie là-bas. Ça a été un vrai déchirement de quitter le Costa Rica pour moi. Et c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le Costa Rica vraiment qui m'a dit, c'est bon, va-t'en. Et comment, Et comment ça s'est fait, justement? comment ça s'est fait? Oui. En Comment il fait, t'a dit ça? je peux pas vraiment expliquer. C'est un truc qu'on me demande souvent. Genre, pourquoi t'es allé dans tel pays? Pourquoi, à tel moment, t'es allé à tel endroit? Et en fait, j'en sais rien, mais depuis très longtemps, c'est un truc que je sens à l'intérieur de moi. Je dirais mon intuition qui me dit, il faut que t'ailles ici à tel moment. Et en fait, je peux pas ne pas le faire parce que ça devient un truc obsédant si je le fais pas. Et je sais pas comment le dire, mais je sais viscéralement qu'il faut que j'y aille. Ou que, dans ce cas-là, pour le Costa Rica, que je m'en aille du Tu pars. Costa Rica. Et je le savais vraiment. Et j'ai juste demandé à avoir quelques mois pour pouvoir m'organiser, retourner, machin. Ce qui a été, voilà, ce qui a été accordé et tout. Mais un jour comme ça m'a pris et je me suis dit, oh putain, faut que je parte du Costa Rica. Non! Et je me suis mise à pleurer, j'étais là comme, non, je veux pas Ah. partir. Et je suis allée voir Coyote, du coup.
Et lui, il savait pas, je lui avais rien dit. Et j'arrive vers lui comme ça, et puis je le regarde, je lui dis, faut que je parte. Il me dit, ouais, je sais. Je fais, ah, purée. Ok. Bon, bah, d'accord. Et du coup, je suis partie. Ouais, Mais, t'aurais peut-être préféré qu'il te dise non, non. de toute façon, ce que lui disait, enfin, ça pouvait pas Sentais, ouais. changer le fait que je Ouais. sentais qu'il fallait que je parte. Mais lui aussi l'avait Hmm. compris et voilà. Et il m'a dit, maintenant que toi tu me connais et que tu m'as écouté raconter mes trucs pendant 1 an et que tu sais quel est mon message, eh ben, tu vas être ma porte-parole en Europe, francophone et anglophone, parce que lui il parle que espagnol. Et il m'a dit maintenant, tout ce qu'on a fait là dans le livre et tout, mon artisanat, parce qu'il est aussi artisan, tu vas prendre tout ça dans ton sac et puis tu vas diffuser tout ça en Europe. Allez. J'ai dit, bon bah d'accord. Et c'est là que tu as donné des retraites et initié les gens au chamanisme et diffusé tout ça alors. Voilà, et donc à partir de là, depuis un peu plus de 3 ans, effectivement, je suis allée dans plein d'endroits, en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, pour ouais, pour aller là où les personnes avaient envie de m'écouter, tout simplement. Mm. Et donc je continue à faire ce truc-là, d'aller à l'endroit où je me sens appelée. Donc soit vraiment physiquement appelée par les personnes qui me contactent en me disant on veut que tu organises une retraite. Là d'ailleurs, c'est comme ça m'est arrivé encore il y a 2 semaines. Euh, Soit parce que moi je sens que j'ai un truc à faire à cet endroit-là. Et quand j'y vais, je sais jamais ni pourquoi, ni comment, ni avec qui. Hein. Et des fois, 2 jours avant, je sais ni où je vais dormir, avec qui je vais être, comment je vais manger, rien du tout. Enfin, la plupart du temps, c'est hyper euh, imprévu et instable même, on pourrait dire. Et en fait, ça se goupille toujours bien. Il se passe toujours un truc et bah voilà. Faut juste que je sois là. C'est tout ce que je sais. Ouais, en fait, tu as une énorme euh, écoute de toi et en plus une grande confiance en la vie finalement parce que tu suis vraiment le flow quoi. Ouais, j'essaye. Et mais la vérité, c'est que j'ai hyper peur la plupart du temps. Je suis hyper anxieuse. Je Ah suis, oui. ben voilà. J'y vais pas en mode super relax et tout. Là, cette fin d'année, par exemple, décembre 2025, j'étais ultra anxieuse. J'étais pas bien. Hein. Voilà, je vous le dis. Hein. Et c'est vrai que bah ouais, c'est dur de pas savoir où je vais dormir, de pas avoir une solution de repli, de pas d'aller chez des gens chez qui enfin je les connais même pas. Voilà. En plus, moi j'ai des traits autistiques, donc il y a des trucs qui font que c'est compliqué pour moi. Il y a plein de trucs qui sont anxiogènes. Enfin voilà. Et mais je le fais quand même parce que je me dis que ben encore une fois, si je fais pas ça, je vais rester figée et ouais, je vais rester toujours au même endroit avec toujours les mêmes gens, faire toujours les mêmes trucs et ça me déprime totalement. C'est pire. Ouais, ça en vaut le coup parce que c'est tellement important pour toi cette ouais, de bouger, de changer et de voir d'autres choses. Comment a réagi du coup ton entourage à tout ce changement de vie de... Bah, ils ont pas compris quand j'ai quitté mon job d'ingénieur, que je suis partie au bout du monde. Voilà, ils ont pas compris. Ils m'ont dit de toute façon tu vas revenir, tu vas reprendre ton job et tu vas retourner dans les clous quoi, dans le droit chemin. Chose que j'ai pas faite Mhm. et que je peux plus faire en fait. Et donc voilà, ça fait 10 ans que je vis comme ça. Et en fait, voilà, ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi j'ai besoin de ça, ils comprennent pas quel est l'intérêt de faire ça. Bon. Après, voilà, c'est pas leur vie, c'est pas leur choix. J'aimerais avoir plus de soutien, c'est sûr, euh, et être moins jugée pour ce que je fais. Maintenant, bon, bah, c'est pas grave. Et je le ferai quand même, ça va pas m'en empêcher. Mais je peux pas répondre à leurs envies et à leurs besoins
en répondant à mes envies et à mes besoins. C'est pas compatible en fait. Je peux pas avoir les deux. Je peux pas gagner sur les deux tableaux. Et quitte à choisir, bah je choisis de me privilégier moi et de faire ce que moi j'ai envie parce que c'est ma vie en fait. Donc euh, Mhm. donc voilà. Des fois ça me rend un peu triste et puis voilà, mais bon bah c'est comme ça. Et il y a quand même des membres de ma famille qui me soutiennent, qui m'aident, qui sont là, qui se réjouissent pour moi de ce que je fais. Donc c'est quand même cool. Mais je disais que je peux pas revenir à une vie traditionnelle. Donc ouais, ça fait 10 ans que j'ai une vie un peu alternative, disons. Et là, par exemple, Mhm. eh ben à cette fin d'année, j'ai réessayé de d'avoir un job salarié, par exemple. J'ai tenu une semaine. J'ai pas pu tenir plus. Ouais. Vraiment, Au moins, littéralement, c'est sûr et j'ai pas certain. pu. Ouais, ouais, j'ai réessayé, hein, parce que je me suis dit, bon, quand même, ce serait bien, il y a une sécurité, une stabilité, machin, parce que je vieillis aussi, donc des fois j'en ai marre de refaire mon sac, de repartir, enfin bon, euh, et en fait, j'ai pas pu, je peux pas. Bosser pour le dieu capital, avec des gens qui me donnent des ordres, alors que moi ça fait 10 ans que je suis indépendante, que je m'organise comme je veux et des Ouais. gens qui me gueulent dessus, qui me foutent la pression pour les chiffres et pour faire des trucs hyper précis, qui me donnent des devoirs à faire pendant 2 heures le soir, qui sont pas payés et qui... Non mais vous hallucinez. Tout ça pour un salaire minimum. Mais vous êtes... Non, je suis désolée, mais je peux pas. Enfin, honnêtement, hein, j'ai mis toute ma bonne volonté. Et d'ailleurs, à la fin, on m'a dit, ah, mais t'avais tellement de potentiel, t'étais super bonne et tout, c'est dommage que tu partes. Ouais, je sais, parce que je travaille bien, je suis consciencieuse, je suis vraiment capable de Mhm. faire des trucs. Je sais que je bosse bien. Dans tous mes jobs, on m'a toujours dit, ah, mais t'es sûr que tu veux partir? Nous, on voudrait que tu restes. Ouais, mais non, en fait. Parce que, ouais, Mhm. l'effort que je fournis, il est super, sauf que derrière, il est pas compensé. Et moi, Mhm. dans l'équilibre de ça, il y a d'un côté ce que j'y gagne et ce que j'y perds. Oui, j'y gagne un peu d'argent, mais j'y perds beaucoup de santé mentale et physique, en fait. Donc, dans la balance, pour Mhm. moi, le calcul, il n'est pas bon. Et donc, Ouais. je peux pas. Je peux clairement pas faire ça. Et puis, tous Mhm. les jours, aux mêmes heures, enfin, voilà. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai mes règles, et ben, j'aurais pas du tout envie d'aller bosser. Et je serais pas performante, et je serais pas, voilà, mon corps, si vraiment j'écoute mon corps, il me dit, non, aujourd'hui, tu traînes à la maison en pyjama, tu bouquines, tu vas faire un petit tour dehors au soleil, mais j'ai pas envie d'être productive, j'ai pas envie, voilà. Moi, j'ai envie d'écouter mon corps, d'écouter, euh, les saisons, de faire en fonction de mon énergie. Et oui, des fois, il y a des jours où, en 24 heures, je vais abattre un mois de travail. On sait pas d'où ça sort, c'est comme ça. Mais quand c'est le moment, c'est le moment. Et là, ouais, je peux être super efficace, super productive. Mais c'est pas des trucs que je peux. J'ai pas la main en fait là-dessus sur mes cycles internes et sur mon niveau de motivation et sur l'humeur générale dans laquelle je suis parce que voilà contexte relationnel parce que plein de trucs en fait. Et je trouve ça complètement fou de devoir être dans une productivité tous les jours à la même heure, à faire les mêmes trucs. Enfin, je peux plus. Je peux plus. Là, tu as annoncé sur les réseaux que tu allais arrêter par rapport au chamanisme. Est-ce que tu sais où tu vas? Est-ce que... Ouais, donc j'arrête mon activité. Là, je fais ma toute dernière retraite parce qu'on me l'a demandé. Euh, mais ouais, donc je fais ça en avril au Mans, si vous voulez venir. Euh, mais j'arrête, ouais, parce que bah comme pour mon voyage au Costa Rica, je sens que c'est la fin. C'est la fin de ce cycle-là. J'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai enseigné ce que j'avais enseigné, j'ai fait ce que j'avais à faire et maintenant le cycle il est terminé. Et pareil, ça m'a rendu triste. Je me suis dit oh là là, mais j'ai fait ça ça fait 6 ans que je fais ça. J'aime bien ça, ça a du sens, ça me fait rencontrer des personnes cool, ça me fait aller dans des endroits trop bien. Enfin, euh, ouais. Mais c'est la fin. Donc je me suis un peu accrochée, j'ai un petit peu résisté à ça parce que ça me faisait pas plaisir. Mais voilà, faut que je me rende à l'évidence, bah tous les cycles ont une fin et puis c'est tout. C'est un truc que j'enseigne en plus
C'est que bah ouais, tout a une fin. Il y a une mort, il y a une clôture à tous les cycles, et c'est comme ça. Donc j'ai résisté un petit peu, mais je m'y plie parce que j'ai pas le choix. Et que de toute façon, si je force, ça va rien donner. Euh, donc voilà, mais j'ai absolument aucune visibilité sur la suite. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas où je vais être. Voilà. Le chamanisme, moi, je continue à le pratiquer parce que euh, c'est pas un truc qu'on arrête dans sa vie. Enfin, je sais pas comment dire, ça fait cliché, mais c'est une façon de vivre. Je déteste les gens qui disent Mhm. ça. C'est une philosophie de vie. Mais non, mais c'est cliché, mais c'est vrai. Et du coup, je continue pour moi de le faire en fait. Mais c'est juste que j'arrête de le faire Enseigner. pour d'autres personnes et de faire ça avec d'autres personnes. Mais moi, je garde mon tambour, je fais toujours mes petits trucs tous les jours, moi, et voilà. Mais pour le reste, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je suis dans le flou le plus total et ça m'inquiète un peu certains jours. Et puis d'autres jours, je me dis, de toute façon, je m'en fous. Et comme tu dis, il y a des insécurités, mais je crois profondément que tout le monde en a des insécurités. Et en fait, on a des manières Mhm. différentes de les gérer. Il y a des personnes qui gèrent leur insécurité en accumulant de l'argent, par exemple. Mais en fait, c'est Mhm. une insécurité. Parce que même, je connais des personnes qui ont 1 million d'euros, même avec 1 million d'euros, ces personnes, elles continuent d'amasser de l'argent en se disant ah mais non, mais si jamais, si jamais, si jamais, et puis elles gardent, elles gardent, elles gardent, elles se font jamais aucun plaisir, elles restent dans cette anxiété de tout perdre, et en fait, bah, pour moi, c'est aussi de l'insécurité, même si cette personne a une belle maison, a un bon travail, a tout ce que tu veux. Et donc, en fait, je pars du principe que tout le monde a des insécurités sur différents sujets. Et le fait bah oui, d'avoir un minimum d'argent, d'avoir un toit, d'avoir à manger, ça c'est des trucs de base de survie. Et quand on rentre dans ces trucs-là qui sont pas disponibles, là effectivement on rentre dans la survie et c'est compliqué. Euh, et c'est compliqué pour tout le monde parce qu'on a tous ces peurs viscérales là de mourir en fait dans le fond. Euh, donc oui, c'est difficile, mais ces insécurités, on a différents moyens de les gérer. Et bah moi, un des moyens que j'ai trouvé, c'est pas d'accumuler de l'argent, c'est pas d'accumuler des maisons, c'est pas d'accumuler de la bouffe dans mon garage, euh, c'est de compter sur moi, d'avoir confiance en moi, d'avoir confiance dans la vie, et de me dire, bah, si tout s'arrête en fait. J'ai pas peur déjà, j'ai pas peur de mourir, contrairement à beaucoup de gens. Euh, et puis j'ai pas peur que tout s'arrête. Et je me dis que bah, il va se passer quelque chose, je sais pas quoi, je contrôle pas, je cherche pas à contrôler ça, que j'ai développé un réseau de personnes, d'amis, de rencontres qui est assez divers, varié. Et je sais que il y a plein de gens en fait sur qui je peux compter. On parlait tout à l'heure de la famille, bon, qui me soutient pas forcément, en tout cas pas tous. Mais par contre, j'ai plein d'amis et j'ai fait plein de rencontres un peu partout dans le monde ces dernières années. Et j'ai des amis formidables sur qui je peux compter. Et ça, pour moi, c'est une vraie force et c'est une sécurité. Le réseau, la communauté et les autres personnes avec qui on peut se serrer les coudes, ça pour moi c'est une vraie sécurité. Et c'est celle-là que j'ai envie de développer. Et par rapport justement au chamanisme, à cette philosophie de vie, comme tu dis, euh, t'es passé quand même de quelque chose de très scientifique à cette spiritualité. Comment, enfin voilà, t'avais un esprit très cartésien, t'as toujours été appelé par cette spiritualité. Comment ça s'est passé et quelle est justement cette philosophie de vie, cette façon de vivre liée au chamanisme? Oui, effectivement, moi j'étais plutôt dans le domaine scientifique cartésien au départ, pas du tout dans la spiritualité ni tout ça. D'ailleurs, la première fois qu'on m'a parlé de développement personnel, de spiritualité et tout, j'ai rigolé comme une baleine et je me moquais des gens et je leur disais mais vous êtes fous avec vos trucs de arrêtez de dire n'importe quoi.
Et non, j'étais vraiment, je résistais beaucoup à ça. Et en fait, ce qui m'a permis de changer, d'avoir un déclic avec ça, c'est d'en faire l'expérience dans mon corps. Euh, Parce que, par exemple, pour le tambour, on m'a dit, ah, tu sais, avec le tambour, on peut rentrer en transe et tout. Et moi, j'ai rigolé, j'ai dit, bah ouais, avec une flûte de Pan aussi, on peut rentrer en transe. Mais littéralement, je me foutais de la gueule de la personne. Et on m'a dit, non, mais lis tel bouquin, tu vas voir et tout. Bon, je lis le bouquin, La voix du chaman de Michael Harner, que je vous recommande. Et dans le bouquin, ça disait qu'il y avait un enregistrement sur YouTube de tambour et que on pouvait faire notre voyage chamanique nous-mêmes avec ça. Et moi j'ai rigolé, j'ai dit ha ha ha, je vais aller sur YouTube, je vais mettre l'enregistrement dans mes oreilles, il va rien se passer, je vais prouver que c'est des conneries et voilà. Je mets l'enregistrement dans mes oreilles. Ça a été le quart d'heure le plus intense de toute ma vie. Et là, je me suis dit, oh. Et là, vraiment, j'ai fait une expérience hyper bizarre en étant convaincue que ça allait pas marcher. Et là, je me suis dit, ok, j'ai deux solutions. Soit je nie complètement en bloc, soit, bah, en tant que scientifique, parce que pour moi, c'est ça la définition de la science, euh, j'ai vécu un truc, je peux pas nier cette expérience-là, je peux pas dire que ça existe pas parce que je l'ai vécu, et donc je vais continuer à explorer, je vais continuer à récolter des données, en fait, comme si on était dans une expérience scientifique, et à voir où ça me mène, ce truc-là. Et si c'est une expérience ponctuelle qui se produit qu'une seule fois, et que je la reproduis 100 fois, mais qu'il se passe rien, bon, bah c'était peut-être juste une coïncidence. Peut-être ce jour-là, je n'en sais rien, j'avais pris un médicament qui a fait que, je sais pas, j'ai eu une illumination, je suis partie dans un trip, et puis bon, ok. Mais en fait, cette expérience-là, je l'ai refaite des milliers de fois après. Et à chaque fois, il s'est passé des trucs. Et à chaque fois, j'ai senti des trucs incroyables dans mon corps. Et à chaque fois, quand je faisais des voyages, par exemple pour d'autres personnes, les personnes me disaient mais comment tu peux savoir ça? C'est impossible, je t'ai jamais dit ce truc-là et genre il y a personne d'autre qui le sait. Comment tu peux avoir accès à ces informations? Et moi je leur disais mais j'en sais rien en fait, c'est juste je l'ai vu, je le sais, mais je sais pas, je peux pas l'expliquer. Et donc quand les preuves, si on veut, s'accumulent comme ça et que dans mon corps je vis des trucs, mais il y a pas qu'avec le tambour, il y a avec plein d'autres choses en fait. Euh, Bah, je peux pas le nier. Et donc, en bonne scientifique, je ne peux que dire, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas comment ça marche, mais il se passe des trucs. Et ce serait malhonnête de dire que ça n'existe pas et que c'est pas vrai. Parce que, pour moi, c'est réel et je l'ai vécu. Donc, en fait, pour moi, c'est pas du tout incompatible, la science et la spiritualité. Et au contraire, j'ai rencontré beaucoup de personnes scientifiques qui ont des croyances spirituelles très profondes. Et pour moi, vraiment, c'est pas du tout incompatible. Oui, on a tendance à penser que c'est vraiment antinomique et que c'est totalement opposé. Voilà. Après, on est bien d'accord que écouter un mec qui transcrit des bouquins qui ont 2000 ans et suivre à la lettre ce que cette personne dit, pour moi, ça, c'est pas de la spiritualité. Donc, voilà, il y a aussi quelles sont nos définitions des mots et qu'est-ce qu'on sous-entend par là, évidemment. Oui, tout à fait. Oui. Et là, toi, tu pratiques au quotidien tout ça oui, je pense que ce qui importe pour toi, c'est vraiment ta santé mentale et rester fidèle à toi-même et respecter le vivant, quoi. C'est ça, c'est bien résumé. Merci beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que tu voulais dire autre chose? Bah, merci à toi pour cette invitation. Et je vais laisser le mot de la fin au miel et aux abeilles, aux aventures sans lendemain, à la potion et à la douceur de vivre. Merci. Peut-être qu'en écoutant Pam, quelque chose en toi s'est mis à bouger. Une pensée, une sensation, une question restée en suspens. Peut-être que ça t'a parlé de liberté ou de fluidité ou d'un endroit de ta vie où tu sens que ça s'est un peu figé, sans avoir besoin de tout comprendre, juste en écoutant ce qui circule. Et si cet épisode t'accompagne encore après l'écoute, alors il a fait son chemin. À toi maintenant de sentir où le mouvement demande à revenir. À bientôt dans un nouvel épisode de Deep Bloom.